participants et les présidents de table ronde qui font la qualité de ce colloque. Ce colloque sur un sujet d'actualité avec encore il y a moins de 15 jours la publication, on en a parlé, du dernier rapport du GIEC, alertant une nouvelle fois sur les conséquences du réchauffement climatique. Le consensus, il est là, tant sur les causes que sur les conséquences et sur le moyen pour y répondre, l'adaptation. Pour prévenir les risques climatiques, nous devons adapter nos modes de consommation, adapter notre façon de produire, adapter nos modes de production d'énergie, etc. pour limiter notre empreinte sur l'environnement. Mais vu que l'on est presque entre juristes, la question se pose, faut-il également adapter notre droit? Je crois que c'est en filigrane un peu ce que chacun ici, à travers toutes les tables rondes, essaie un peu d'évoquer. Ma contribution aujourd'hui, elle est relativement pratique, elle est inspirée de ma pratique professionnelle également et du contenu de ma thèse qui porte sur l'intelligence artificielle dans le secteur de l'énergie. Et elle porte sur la gestion du risque climatique lié au développement du numérique par le droit. Les technologies numériques, elles sont souvent louées pour les bénéfices qu'elles peuvent apporter à la société, tant en termes d'efficacité, de performance, mais également juste de confort ou de loisirs. Pourtant, leur empreinte environnementale, elle n'est pas neutre et elle reste encore aujourd'hui trop souvent passée sous silence. Pour vous donner quelques chiffres, le numérique représente aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre globales, un chiffre qui croît de près de 10% par an et qui devrait doubler d'ici 2025. Pour vous donner un ordre de grandeur et de comparaison, c'est l'équivalent de l'aviation civile, du trafic aérien. Il y a une sorte de prise de conscience sur ce sujet depuis à peu près 2016-2017, avec des premiers rapports institutionnels ou d'organisations privées. Concernant leurs auteurs, on trouvait d'abord des associations de protection de l'environnement, comme Greenpeace, The Shift Project aussi, si vous connaissez. Puis ensuite, on a eu des institutions, on a eu des rapports de l'INSEE sur des statistiques, puis de l'ARCEP, puis de l'ADEME, puis un rapport sénatorial en juin 2020. Donc on a vraiment cette prise de conscience qui touche maintenant jusqu'à nos institutions. La contribution du numérique au risque climatique, elle est protéiforme. Et pour l'analyser sous l'angle juridique, il faut bien en comprendre toutes les composantes. Qu'est-ce qui, dans le numérique, contribue au risque climatique? Ces composantes, elles sont principalement au nombre de 5. Je vais vous les donner ici. Elles sont liées à la consommation d'énergie de nos terminaux numériques, de nos équipements et de nos systèmes informatiques. Elles sont liées à la consommation d'énergie indirecte, c'est-à-dire celle qui est nécessaire à la fabrication de nos équipements électroniques. Elle est liée, troisièmement, à l'extraction, à la transformation et à la consommation de matière. Pour vous donner pareil un petit chiffre, 100 grammes de téléphone portable, c'est 34 kilos de matière pour le produire. Quatrièmement, on a tout ce qui est déchets d'équipements électriques, électroniques, qui souvent sont faiblement recyclables. Pareil, généralement, les métaux utilisés dans les équipements électroniques, c'est moins de 20% de recyclabilité. Et enfin, on a l'artificialisation des sols liée aux infrastructures nécessaires au fonctionnement de nos équipements numériques. Donc, c'est les câbles sous-marins pour Internet, c'est les antennes 4G, 5G maintenant, ce genre d'infrastructures. Aujourd'hui, malgré le consensus sur l'existence et l'importance du risque climatique lié au développement du numérique, le droit de l'environnement n'est pas encore spécifiquement mobilisé sur la question. Ça se constate tant par des lacunes sur des règles de droit qui parfois dans certains domaines sont inexistantes, mais aussi par un faible volume de doctrine sur la matière, si bien que certains universitaires parlent même du numérique comme d'un angle mort de la doctrine environnementaliste. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le droit peut contribuer à la gestion du risque climatique lié au numérique. Face à la prise de conscience qu'on a évoquée, le législateur a commencé à se saisir du sujet, mais assez timidement et de façon assez éparse. Je vais vous parler donc dans un premier temps des récentes initiatives pour réguler l'empreinte environnementale du numérique, avec comme point d'orgue la toute nouvelle loi du 15 novembre 2021, dite loi REEN, R-E-E-N, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais le manque d'ambition de ces premières initiatives justifie, à mon sens, la nécessité d'aller plus loin, de prendre un peu de recul et de penser un cadre sur qu'est-ce qu'on veut en termes de mesures de régulation environnementale du numérique. C'est pourquoi je présenterai dans un deuxième temps quelques pistes de réflexion à ce sujet, notamment les prérequis à cette réflexion. Tout d'abord, donc, on a observé ces dernières années une multiplication bienvenue
mais peu ambitieuses, des initiatives pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. J'en présenterai ici principalement deux, il y en a plus, mais le temps me contraint. Donc j'évoquerai principalement le développement de l'éco-conception numérique en tant que norme d'autorégulation, puis la loi dont j'ai parlé, la loi du 15 novembre 2021, dite loi REEN. La première concrétisation de la régulation environnementale, et c'est bien une preuve que la régulation ne passe pas forcément par l'édiction de règles de droit, est en réalité le développement d'une pratique qui est l'éco-conception numérique par les entreprises, qui est simplement l'application de la démarche d'éco-conception, qui est définie par l'ADEME comme une démarche préventive qui permet de réduire les impacts négatifs d'un produit ou service sur l'ensemble de son cycle de vie, tout en conservant ses qualités d'usage au numérique. Plusieurs normes se sont développées liées à l'environnement numérique et ont été publiées, que ce soit par les entreprises elles-mêmes, par des associations professionnelles et maintenant des institutions, avec notamment l'ADEME ou l'AFNOR qui a publié une norme qui est aujourd'hui la référence en la matière pour les entreprises. Ces normes contiennent des bonnes pratiques relatives à la sélection des matières premières utilisées, à la prise en compte de leur recyclabilité, à la durée de vie des produits et services numériques ou encore à la sélection des méthodes de production et d'utilisation qui utiliseraient le moins d'énergie possible. Pourtant, on observe dans la pratique un manque d'adhésion à ces normes qui pourtant émanent des entreprises elles-mêmes et font l'objet de normes plutôt claires. Et donc, on identifie là une des limites, ce qu'on peut reprocher aux mesures d'autorégulation, c'est l'absence de contraintes. Finalement, ne sont tenus que ceux qui veulent s'y soumettre. Et donc, on se rend compte qu'on a quand même besoin, malgré le développement de ces pratiques qui sont vertueuses, il faut quand même le saluer, qui viennent de la part des entreprises, eh bien, un défaut par rapport au risque climatique du numérique qui ne fait que croître, et ces petites mesures qui finalement ne suffisent pas à endiguer cette empreinte environnementale qui ne fait que grandir. Divers textes ont tenté d'apporter un petit peu de contraintes, que ce soit sur les déchets électroniques ou d'autres domaines, mais ici je vais me concentrer sur la toute nouvelle, j'ose dire, de novembre 2021, la loi REEN, qui contient plusieurs dispositions dans un objectif affiché plutôt ambitieux de sobriété numérique, qui touche plusieurs codes, qui touche plusieurs activités autant du secteur privé que de l'administration. Donc on a cette volonté de toucher un maximum de secteurs. Et pourtant, les mesures qu'elle contient parfois sont formulées d'une telle manière qu'on peut se poser la question de la véritable contrainte qu'elle impose. Pour vous donner quelques exemples, on a d'abord des dispositions qui visent à accroître la sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique avec l'intégration dans le code de l'éducation de la thématique du numérique responsable. On a aussi l'extension du délit d'obsolescence programmée, qui est le fait de concevoir un produit avec une durée de vie limitée pour inciter les gens finalement à renouveler plus souvent, et son extension à l'obsolescence logicielle. Et là encore, on peut encore se demander, est-ce qu'on prend vraiment en compte les contraintes des entreprises, parce que ça sous-entendrait, si on l'applique, que les entreprises qui vendent des logiciels doivent le maintenir à vie. Parce que l'obsolescence logicielle, c'est quoi? C'est vous avez un logiciel que vous avez téléchargé sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais au bout de 10 ans, peut-être qu'il y a eu peut-être 25 versions d'ici là, et votre éditeur de logiciel finalement ne soutient plus votre logiciel et il devient inaccessible. Donc c'est ça qui serait interdit, mais ça sous-entendrait pour les entreprises de maintenir les logiciels, toutes les versions de leur logiciel tout au long de la vie, donc ce qui est quand même assez surprenant. Mais encore là, ça part d'une bonne intention. On a ensuite des dispositions qui visent à informer mieux le consommateur sur les mises à jour, la durée de vie des équipements numériques, les impacts des mises à jour sur la durée de vie de ces équipements, ce qui est une bonne chose. Des dispositions qui vise à favoriser la mutualisation des infrastructures liées au réseau numérique. Donc là c'est des procédures administratives que je maîtrise peu, mais qui visent justement à, quand on construit une antenne, privilégier son partage avec d'autres personnes qui pourraient y avoir recours pour d'autres services numériques. Et enfin, on a
je passe les principales et celles qui me semblent les plus intéressantes. On a une disposition qui vise à rendre les centres de données moins énergivores, parce qu'un centre de données, c'est là où sont stockées et traitées toutes vos données. Ça consomme énormément, c'est gigantesque. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien derrière, que tout est stocké dans un nuage virtuel. Non, tout est stocké dans des infrastructures bien réelles, et qui conditionne une réduction de la taxe sur l'électricité à des indicateurs de performance énergétique et d'efficacité énergétique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque vraiment à un problème très important, qui est l'empreinte environnementale des centres de données, qui correspond à 40% de l'empreinte globale des émissions du numérique. Donc il faut le saluer, même si on reste encore sur des mesures incitatives. Et là, finalement, on pourrait se demander, est-ce qu'une réduction de la taxe sur l'électricité, ça va inciter, je ne sais pas moi, tous les GAFA qui voient leurs revenus exploser d'année en année, et qui sont valorisés à des milliards de dollars, de finalement mettre en place juste des mesures d'efficacité énergétique dans tous leurs centres de données, juste pour avoir une petite réduction de leur taxe sur l'électricité en France. Enfin bon, tout cela montre l'émergence d'un nouveau champ de régulation environnementale du numérique. Ça reste encore timide, on voit encore, on est sur de l'incitatif. On commence à identifier les éléments principaux sur lesquels il faut agir. Là, j'ai évoqué les centres de données, par exemple. J'ai évoqué aussi l'information du consommateur, qui est très importante. Et finalement, on constate que la régulation ne semble pas avancer aussi vite que ne progresse l'empreinte environnementale du numérique. D'où la nécessité d'une régulation plus ambitieuse, peut-être de prendre du recul pour réfléchir un peu au sens qu'on veut donner à toutes ces mesures, qui sont pour le moment très éparses. Il n'y a pas vraiment de réflexion sur quelles sont les priorités, quels sont les grands principes que l'on doit mettre en œuvre dans la définition de ces mesures qu'on impose au numérique. C'est l'objet de notre deuxième partie, puisque, comme je l'ai dit, les initiatives que j'ai évoquées, elles peinent à convaincre qu'elles seraient suffisantes pour gérer le risque climatique, et on le voit bien parce que ça continue d'augmenter alors que tout ça s'est mis en place, et c'est depuis quelques années. Je parle de l'éco-conception numérique par exemple, et on peine à voir comment les nouvelles initiatives vont vraiment avoir un impact très fort sur l'empreinte du numérique. Et donc on pourrait essayer de réfléchir à un véritable cadre juridique en faveur d'un numérique responsable, à réfléchir à des grands principes qui pourraient guider notre action. Toutefois, eh bien, construire ce cadre juridique nécessite au préalable à des prérequis. Et le prérequis principalement, c'est la quantification. On ne peut réduire que ce qu'on peut mesurer. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour des entreprises de savoir très concrètement l'empreinte carbone de tous les systèmes numériques qu'elles utilisent. On peut connaître l'empreinte carbone d'un data center, par exemple, mais concrètement, l'application que je développe et que je vends, ce n'est qu'une petite partie de l'utilisation de mon data center, et donc finalement, quel est son impact tout à la fin. Les facteurs de la contribution du numérique au risque climatique, ils sont nombreux, on les a évoqués tout à l'heure, donc on les connaît, mais après la question se pose de comment est-ce qu'on les mesure. Et la quantification, c'est donc un prérequis à des mesures pour pouvoir les limiter. Et d'ailleurs, c'est le premier frein à l'action publique en la matière. J'ai eu des cas où on avait des membres du gouvernement des ministères plus précisément, qui ne voulaient pas porter des mesures contraignantes sur le numérique parce que c'était des indicateurs non chiffrables pour eux. Ce qui se comprend, parce que pourquoi imposer des mesures à des entreprises si elles ne peuvent pas derrière contrôler leur mise en œuvre et vraiment quantifier les impacts et les effets des mesures prises. Des travaux de standardisation sont donc nécessaires, et des travaux similaires ont déjà été faits, notamment dans le cadre des bilans de gaz à effet de serre, qui ont abouti à la publication de plusieurs normes, et notamment une qui est la norme de l'AFNOR ISO 14064-1, qui est aujourd'hui une référence, auquel les législations, notamment en termes de reporting extra-financier, font référence. Donc maintenant, on peut dire que cette norme a acquis un certain caractère de contrainte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, faute de temps, de cette norme, mais il y a beaucoup de mécanismes qu'on peut appliquer à la quantification de l'empreinte environnementale du numérique.
Par exemple, elle identifie 3 catégories d'émissions, 3 scopes d'émissions, comme on appelle ça, scope 1, scope 2, scope 3. Le premier scope, c'est les émissions directes. Donc concrètement, si vous brûlez du charbon, vous mettez du gaz dans l'air et donc vous émettez des gaz à effet de serre. Le scope 2, c'est les émissions indirectes liées à l'énergie. Et donc là, on va regarder les émissions liées à l'électricité, l'énergie qui est utilisée au fonctionnement de l'activité. Vous voyez qu'on commence à revenir un petit peu aux catégories, aux composantes de l'empreinte numérique, de l'empreinte environnementale du numérique que j'évoquais au début. Et le dernier scope, c'est les autres émissions indirectes qui sont liées à l'achat des matières premières et à l'utilisation qui est faite des produits et services. Vous voyez que tout ça, c'est fortement applicable au numérique. Parce que les émissions directes du numérique, elles sont nulles, parce qu'on ne va pas brûler de charbon, et c'est ce qui participe à l'invisibilisation et finalement au manque de connaissances. On se dit, oui, bah, c'est bon, je ne pollue pas avec mes services numériques. Pourtant, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte les scopes 2 et 3, et donc l'énergie qui est nécessaire au fonctionnement du produit et du service, à la création, à la fabrication des terminaux numériques, mais également à l'utilisation qui en est faite. Parce que le numérique, on peut l'utiliser à plein d'escients, et on peut notamment l'utiliser pour réduire l'empreinte environnementale d'autres secteurs, pour faire de la performance énergétique, et on peut aussi l'utiliser pour aggraver des risques climatiques. On peut utiliser par exemple le numérique pour trouver de nouveaux puits de pétrole et pour développer des nouvelles méthodes pour forer beaucoup plus rapidement. C'est pas une invention, hein, c'est Amazon, AWS qui propose ce service sur leur site internet. Bref, je pense que l'utilisation des produits et services numériques doit également rentrer dans cette quantification de l'empreinte environnementale du numérique. Et c'est qu'une fois qu'on s'est quantifié, qu'on sait précisément et qu'on s'est mis d'accord surtout sur qu'est-ce qu'on mesure, qu'on peut derrière identifier des seuils d'acceptabilité, qu'on peut derrière identifier des mesures ciblées sur les produits et services qui consomment le plus, peut-être cibler les mesures, justement, comme je le disais, sur les centres de données qui participent pour une grosse partie à l'empreinte environnementale du numérique. Mais justement, le choix des mesures de régulation, outre le besoin de quantification, il est difficile. Il est difficile pourquoi? Parce que paradoxalement, et je l'ai un petit peu évoqué déjà, le numérique peut à la fois contribuer au risque climatique et contribuer à sa prévention. Finalement, le numérique, pour beaucoup de secteurs d'activité, c'est une promesse pour réduire leur propre empreinte environnementale. Alors que dans une logique de régulation, on serait tenté d'imposer des mesures strictes sur le numérique et notamment sur tout ce qui consomme énormément, par exemple, sans prendre en compte l'utilisation qui en est faite, on priverait tous les autres secteurs d'activité de la possibilité de se servir du numérique pour prévenir des émissions de gaz à effet de serre qu'ils pourraient avoir dans leur propre activité. Et donc on a une sorte de balance des intérêts, de principe de proportionnalité à apporter dans les mesures. Donc c'est typiquement un des genres de principes sur lesquels il faudrait se mettre d'accord sur prendre en compte l'utilisation qui est faite et faire cette balance des intérêts entre en quoi le numérique peut nous servir pour prévenir des émissions de gaz à effet de serre et en même temps prévenir les émissions de gaz à effet de serre du numérique lui-même. Et pour guider les pouvoirs publics, je pense que c'est à nous, juristes, d'éclairer les pouvoirs publics sur ces problématiques et un petit peu sur les grands principes et les risques pris dans ces mesures de régulation. Concernant son socle, les grands principes, et là je vais terminer rapidement, donc je ne vais pas tout évoquer, mais on peut s'inspirer des grands principes du droit de l'environnement et juste les appliquer au numérique. Le principe de prévention, appliquer la méthode éviter, réduire, compenser, définir à partir des seuils d'acceptabilité que j'ai évoqués, quels systèmes on ne veut pas, des quels systèmes on veut réduire l'empreinte et quels systèmes on va accepter l'empreinte environnementale du fait de l'utilisation, mais on va compenser via une utilisation vertueuse. Donc le principe de prévention, le pollueur-payeur en ciblant les plus gros contributeurs à l'empreinte environnementale du numérique, l'information, la participation du public, etc. Tout ça, vous voyez que c'est des bons sujets de réflexion à appliquer au numérique et je pense qu'il est temps aujourd'hui plutôt que de se disperser dans des dispositions éparses qui souvent sont non contraignantes et finalement qui ne sont pas suivies d'effet. Cette fin de partie sonne finalement comme une ouverture, donc je vais en terminer là.
S'il faut en retenir quelque chose, c'est que derrière tous nos écrans et tout le numérique, il y a des infrastructures physiques qui polluent énormément et sur lesquelles il faut agir. Ce n'est pas une fatalité, c'est à nous, juristes, d'éclairer tant qu'on peut sur la nécessité de réguler certes, mais de réguler bien, surtout, pour qu'on puisse en même temps eh bien, tirer tous les bénéfices qu'on peut du numérique pour décarboner les autres secteurs d'activité. Merci. Alors, je propose, pendant une dizaine de minutes? Si on peut faire un peu moins encore, ce serait bien. On fera, oui,